Bonjour à tous. Kanye West, des signaux et un tout petit peu de maths. On va cloner Shazam. Donc après cette super introduction, si vous ne savez toujours pas ce que c'est Shazam, c'est la petite appli que vous utilisez quand vous êtes dans votre canapé en train de regarder Netflix. Il y a un petit son qui passe, vous dites putain il est bien ce son. Vous sortez Shazam et c'est super impressionnant. En une seconde et demie, il vous dit c'est Eminem Lose Yourself par exemple. Et moi, je suis un grand fan de musique, grand fan de séries, ça m'arrive tout le temps de devoir chasamer un truc qui passe, même dans une pub, une série, un film, un truc. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce que ça marche ce truc? Parce que c'est vraiment super impressionnant la rapidité à laquelle il trouve notre son. Donc je me dis, bon, je suis dev, ça a sûrement marché à coup de comparaison de quelque chose, je regarde un petit peu sur Internet. Et je tombe sur un papier scientifique d'Avery Wang, une des cofondatrices de Shazam, qui explique tout ça. Donc je me dis, bah, c'est parfait, je vais lire ce papier scientifique. Spoiler, je ne sais pas lire de papier scientifique. C'est super compliqué, c'est plein de normes que je ne comprends pas, c'est des formalismes que je n'ai pas. Beaucoup de textes, beaucoup de maths, mais il y a des images, et ça je sais faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de comprendre comment ça marche, et pourquoi pas essayer de le recréer. Donc de manière générale, si on prend un tout petit peu de recul, de manière très simplifiée, ça marche comme ça. On a un son analogique, donc un son dans la vraie vie, donc moi qui vous parle, vous qui écoutez de la musique. On va l'enregistrer, l'échantillonner, donc ça encore, enfin, ça n'a rien à voir avec Shazam, c'est juste le principe d'un fichier MP3, quoi. Il est échantillé, il est écrit sur un disque dur. On va faire ce qu'on appelle de l'extraction de fréquences. Donc c'est super flou pour vous pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va faire du fingerprinting, on va essayer de créer une empreinte de nos sons. Donc je vais avoir une dizaine de sons dans la base de données, enfin une dizaine de sons à échantillonner, à fingerprinter, et on va mettre tout ça sous forme d'empreinte dans une base de données. Et on va les laisser de ce côté-là, tout seuls, tranquilles, à vivre leur vie. Et quand moi, je vais arriver dans mon canapé avec mon enregistrement de 5 secondes ou de 10 secondes, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de le mettre dans la base de données, on va faire un petit algo de comparaison, vous allez voir, pour essayer de retrouver, la musique correspondante. Mais avant de parler de dev, on va faire un tout petit peu de physique. Le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est juste des molécules d'air qui se tapent entre elles et qui bougent. C'est tout ça, c'est tout. Et ça fait juste du bruit dans nos oreilles. C'est souvent représenté par les sinusoïdes que vous voyez là. C'est communément ce que tout le monde voit. Quand on parle de signal audio, tout le monde pense à ça. Et il y a deux choses qui nous intéressent ici. La fréquence, est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est grave? Ça se mesure en hertz. Et l'amplitude, est-ce que ça fait mal aux oreilles, est-ce que le volume est haut ou pas? Donc c'est deux trucs qui nous intéressent. Les humains, nous, on peut entendre, ceux qui ont une belle audition peuvent entendre jusqu'à 20 Hz, ce qui est très très bas, c'est très très grave, et jusqu'à 20 000 Hz, c'est très très aigu. Dès 2000, 3000 Hz, c'est super désagréable dans les oreilles, donc c'est juste un truc physique que nos oreilles sont capables d'entendre, mais je ne vous conseille pas. Et pour les musiciens, une fréquence, en fait, c'est juste une note musicale. Donc les musiciens, quand ils s'accordent entre eux, souvent ils font référence au La3, au La d'octave 3, pour s'accorder entre eux. C'est un truc qui revient très souvent dans le monde. C'est aussi la tonalité de votre téléphone quand vous décrochez. Et en fait, toutes les notes musicales, dans n'importe quelle octave, en fait, ça correspond à une fréquence. Donc le La d'octave 3 que les musiciens utilisent pour s'accorder entre eux, c'est juste une fréquence, enfin un signal de fréquence 440 Hz. Et en fait, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, toutes nos notes se retrouvent, enfin d'octave 2, d'octave 3, d'octave 4 et ainsi de suite, ont une correspondance avec une fréquence. Et vous remarquez un truc, c'est que le La d'octave 2, le La d'octave 2 et le La d'octave 3, en fait, c'est juste une multiplication par 2. Et ainsi de suite. D'octave 3 à octave 4, c'est une multiplication par 2. Et c'est comme ça pour toutes les notes de toutes les octaves. Et donc ça va avoir son importance un petit peu après. Du coup, voilà. Une note, c'est une fréquence, c'est une note musicale dans la vraie vie. Donc, un petit peu de graphe. Ici, il y a deux signaux. Le signal en bleu, qui est un signal de fréquence 5, donc 5 Hz, et le signal rouge, qui est un signal de fréquence 2. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de physique, juste c'est le nombre de fois où notre pattern se répète en une seconde. Enfin, 1 divisé par 0,5, puisque c'est le pattern, il se répète toutes les 0,5 secondes, ça fait 2 Hz. Et généralement, plus le signal est serré sur notre graphe, plus il a une fréquence élevée, et plus il est étendu, plus c'est une fréquence basse. Donc deux signaux, voilà, tout simple. Premier problème. Dans la vraie vie, il n'y a pas de signaux magiques super propres. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas ce qu'on entend dans la vraie vie, de signaux super propres où c'est juste un signal de fréquence 5 ou un signal de fréquence 2. Dans la vraie vie, on a plein de signaux qui se stackent, qui s'additionnent les uns sur les autres. Et en fait, ça fait un signal qui n'est pas super beau comme ça, c'est pas une sinusoïde.
et ils sont additionnés. Donc déjà, si on additionne le signal bleu et le signal rouge, ça donne quelque chose comme ça. Ça, c'est déjà un peu moins lisible. Moi, déjà, là, tout seul, je ne peux pas me dire bah, c'est un signal qui est composé de 2 signaux, un de fréquence 2, un de fréquence 5. Non, enfin, là, moi, je ne me retrouve pas. Donc ça, c'est le premier problème, parce que déjà, en tant que dev, je me dis, bah, premier réflexe, c'est de me dire, si j'arrive à décomposer un petit peu les fréquences, je peux peut-être me retrouver pour dire, OK, ce son-là, il ressemble plus à Eminem, ou ce truc-là, ça ressemble plus à tel. Deuxième problème, c'est que dans la vraie vie, on n'a pas des sons qui sont purs. Depuis tout à l'heure, je vous montre des beaux signaux super propres, super lisses, des belles sinusoïdales. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas pur du tout. Si je joue une note d'un piano, la note d'un piano du La3, justement, le 440 Hz, qu'est-ce que je vais entendre? Bah, forcément, je vais entendre un signal de fréquence 440. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que dans la vraie vie, un piano, ça ne fait pas juste ça, ce n'est pas un signal juste propre avec un 440. Il y a des harmoniques à côté qui ressortent. Moi, je les appelle des harmoniques parasites, parce que moi, dans mon cas, dans mon algo, ça ne m'aide pas du tout. Mais dans la vraie vie, c'est ce qui fait qu'un piano, c'est joli, en fait. C'est pas parasite du tout. C'est ce qui fait que un piano est un piano et qu'une guitare est une guitare. Donc ces harmoniques-là, en fait, qui vont ressortir, ce sont d'autres signaux, des autres octaves, en fait. Donc là, si je fais un La 440, à côté, je vais avoir un signal de 155 Hz, de 110 Hz et de 220 Hz, qui va ressortir aussi, à amplitude beaucoup moins forte. Mais ils seront quand même là. Ce n'est pas une belle sinusoïdale de 440, ce sera l'addition de tous ces signaux-là. La principale qui va ressortir, c'est ce qu'on appelle la fondamentale, c'est ce qui nous intéresse, et des trucs à côté qui, moi, dans mon algo, ne va pas trop m'intéresser. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait l'unicité d'un instrument, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une harmonique ressort plus qu'une autre? C'est des caractéristiques physiques, c'est la raideur de la corde, c'est le bois en quel est fait le piano, voilà. Il y a plein de choses qui font que les harmoniques vont ressortir différemment, et c'est ça le timbre d'un instrument. Et c'est exactement pareil aussi pour la voix, en fait. On a tous des voix différentes, tous des timbres différents, et en fait, c'est des caractéristiques physiques qui font que quand deux personnes chantent, c'est pas la même chose. Certains chantent mieux que d'autres. Et du coup, voilà, c'est ça. La même note jouée par 3 instruments différents. Le diapason, c'est ce qui se rapproche le plus d'une note pure. Mais le saxo, ça va être presque pareil, mais on voit bien qu'il y a des trucs qui traînent, qui ne sont pas dedans, quoi. Et pour la clarinette, c'est pareil. On voit que le pattern se répète à peu près de la même manière, mais on sent bien que ce n'est pas pareil. Donc on a 2 soucis. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les différentes fréquences qui forment un son? Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer que les fondamentales? Parce que, voilà, a priori, c'est ce qui va m'intéresser pour dire ce truc-là, ça m'intéresse, et c'est ça qui définit mon son et qui identifie mon son. Enfin, ou mon signal, plutôt, je devrais dire. Un beau gosse qui s'appelle Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est qui? C'est un mathématicien, un physicien, un archéologue. Il a été préfet à 18 ans, je crois. Enfin, c'est un king. Et c'est le papa de la théorie du signal. Donc si à n'importe quel moment dans votre métier, vous avez dû bosser avec des signaux, n'importe quoi, c'est grâce à Joseph. C'est utilisé dans énormément de traitements du son, forcément c'est ce qu'on est en train de faire, compression, des images numériques aussi, parce qu'une image numérique, c'est juste un signal, techniquement. C'est utilisé dans la mécanique quantique, bon, j'y connais absolument rien, j'ai juste copié de Wikipédia. Et c'est grave important aussi pour les antennes relais 3G, 4G, parce qu'ils compressent pas mal de signaux, ils font plein de trucs sur les signaux, c'est pas mal important. Et ce qui va m'intéresser dans tous les travaux de Joseph Fourier, c'est quelque chose que pas mal de gens connaissent, c'est la transformation de Fourier. La transformation de Fourier, c'est une baguette magique pour n'importe qui fait du traitement du signal. Je vous rassure, je ne sais pas lire ce truc non plus. Donc c'est intégrale de moins l'infini à l'infini, exponentielle, moins, et après je suis perdu. Mais il n'y a pas besoin de comprendre ça pour utiliser la transformation de Fourier. Ce que va faire la transformation de Fourier, c'est de la décomposition de fréquences. Et on va faire de l'analyse de spectre, vous allez voir. Donc typiquement, si je prends mon signal ici, c'est un signal de fréquence 5, d'amplitude 6. Donc il est très serré, mais bon. Si je fais un petit peu de magique de Fourier, ce que va faire la transformation de Fourier, elle ne va pas transformer mon signal, elle va me donner une façon différente d'analyser mon signal. On va juste changer d'angle de vue. Donc en fait, ce que va faire la transformation de Fourier, c'est me dire, bah, ton signal que tu m'as donné, il n'y a pas de fréquence 0 à l'intérieur. Enfin, fréquence 0, ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de fréquence 1 dans ce signal, il n'y a pas de fréquence 2 dans ce signal, il n'y a pas de fréquence 3, 4. Par contre, dans ton signal, je vois bien qu'il y a un signal de fréquence 5 d'amplitude, c'est quoi, c'est 6? Ouais, pas très haut. D'amplitude 6. Et il continue comme ça
théoriquement jusqu'à l'infini, en disant bah, il n'y a pas la fréquence 6, il n'y a pas la fréquence 7, il n'y a pas la fréquence 8, et ainsi de suite. Donc il va juste me décrire le signal qui est à l'intérieur. Donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est normal. Pareil avec un signal de fréquence 2, il va me dire bah, dans ton truc, je ne vois pas de fréquence 1, par contre, je vois une fréquence 2, à hauteur de 4. C'est exactement ça, j'ai un signal de fréquence 2, amplitude 4. Et ainsi de suite, bah, 3, je ne la vois pas, 4, je ne la vois pas, 5, je ne la vois pas. Et là où ça devient vraiment magique, c'est que ça marche sur la somme des signaux. Et là, c'est intéressant. Parce que du coup, ce truc que moi, je ne sais pas lire, il va me dire, bah, 1, je ne vois rien du tout. Par contre, je vois bien un signal de fréquence 2 dans ton gribouillis, là, à amplitude 4. 3, 4, je ne les vois pas. Par contre, amplitude 5, je la vois aussi. Amplitude, c'est quoi, c'est 5 ou 6? Un truc du genre. Et 6, 7, 8, 9, je ne les vois pas. Et donc ça, on se dit déjà que voilà, on arrive à décomposer nos fréquences, et ça, c'est vachement intéressant. Pour la culture G, il y a un truc qui s'appelle la transformation inverse de Fourier, qui permet d'aller dans l'autre sens, d'avoir un truc qui ressemble à ça et de passer un signal. Et c'est beaucoup utilisé pour les filtres de fréquences, justement, quand on veut enlever certaines fréquences de certains sons. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une transformation de Fourier. On se débarrasse. Si typiquement ici il y avait une fréquence 12 que je ne voulais pas avoir, tout ce que j'ai à faire, c'est la squasher, l'enlever, me retrouver avec ça et transformer dans l'autre sens. C'est utilisé dans pas mal d'algos de réduction de bruit, de casque, enfin, entre autres. Il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. Mais voilà, c'est utilisé dans ce genre de trucs-là. Donc c'est ce que je vous disais, la transformation de Fourier, c'est une façon différente de voir un signal, c'est de pouvoir décomposer les sous-signaux qui composent mon signal, et on passe du domaine du temps au domaine des fréquences, parce qu'on s'intéresse plutôt aux fréquences qui apparaissent dedans. Génial. Vidéo cannot be loaded. Hop là, un petit coup de... Hop là. Hop là, on va faire... Hop là. Un petit coup de refresh. Hop là, hop là, hop là. Ça devrait marcher. Hop là, on va l'ouvrir ici. Hop là, c'est un peu bien. Je vous assure, c'est la dernière slide avec des maths et des graphes et des machins, et après on fait un peu de dev. Je vais vous expliquer très rapidement ce que j'ai compris de la transformation de Fourier, parce que je ne suis pas matheux et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris là-dedans. Mais comment la transformation de Fourier fait ce truc magique-là? C'est qu'ici, on a un signal qui est composé de deux trucs. Un signal de fréquence 2 et un signal de fréquence 3. Et du coup, typiquement, moi, sans la petite légende en haut, je ne pourrais pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Ce que va faire la transformation de Fourier, accrochez-vous, c'est prendre un signal et le faire tourner autour d'un cercle trigonométrique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas trop. Regardez. Et en fait, on va le faire tourner autour d'un cercle à une certaine vitesse. Et cette vitesse, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc ici, vous voyez, on fait tourner notre signal autour de ce cercle trigonométrique-là. Et on le fait tourner à 0,75 cycles par seconde, 1 cycle par seconde, 2 cycles par seconde. Voilà, c'est la vitesse à laquelle il tourne. Et on va s'intéresser à quelque chose, on va s'intéresser au centre de gravité de tout ce truc-là qu'on ne comprend pas trop, là, et c'est le petit point rouge au milieu. Et on va mapper sa position x. Et sa position x, on va juste la mapper ici. Donc on voit bien que c'est un peu le bordel. Il ne se passe à peu près rien d'intéressant. On se doute bien que ça va bouger un petit peu, parce que le cycle varie. Mais bon. Et en fait, il va se passer quelque chose d'assez magique lorsque il y a une synchronisation entre la vitesse à laquelle je fais tourner mon signal dans ce cercle trigonométrique avec l'un des signaux qui apparaît dans ce truc-là. Donc là, je le fais tourner à 2 cycles par seconde. Il y a un signal de fréquence 2 dans mon signal, et du coup, on voit que la position x de mon centre de gravité, elle shoot up, et elle bouge beaucoup. Pourquoi? C'est de la magie des maths, je ne sais pas. Je ne suis pas assez bon pour savoir pourquoi. Et après, on continue. 2 cycles, voilà, il se passait heureux du chaos, et lorsque ça synchronise avec l'un des signaux qu'il y a dedans, ça shoot up encore. Et en fait, on reconnaît presque ici notre graphe des fréquences des domaines, où en fait on voit qu'il y a un signal de fréquence 2 et un signal de fréquence 3. Et en fait, c'est comme ça qu'à peu près fonctionne c'est comme ça qu'on fait tourner un cercle trigonométrique. J'ai pas trop compris. Mais bon. Pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour... Hop là, et bien sûr, là, ça marche. Hop là. OK, donc transformation de Fourier, comment on fait pour l'utiliser? Juste avant de l'utiliser dans du code,
Il faut se dire que la transformation de Fourier, c'est des matheux, c'est des mecs en théorie, donc ça marche avec des signaux continus dans le monde merveilleux des maths où tout est infini, voilà, tout va bien. Sauf que dans la vraie vie, je travaille avec des signaux discrets, moi. C'est-à-dire que j'ai un fichier qui est un fichier MP3 qui définit exactement quel data point est où. Et la transformation de Fourier ne marche pas avec ce genre de truc-là. Parce qu'il y a des gens très intelligents qui ont inventé la transformation de Fourier discrète. Voilà. Ça marche avec des sons numériques et des sons samplés. Autre petit problème, la DFT, ça reste toujours un petit peu académique et c'est pas super optimal, c'est pas super rapide, c'est pas super optimisé. Donc il y a des gens encore plus intelligents qui ont fait la Fast Fourier Transform, qui s'appelle la FFT, qui est une implémentation ultra rapide de la DFT. Là, en passant de Fourier Transform en DFT à FFT, on fait pas mal de compromis, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est des compromis qui nous arrangent parce que bon, l'algo de Shazam, c'est bien s'il me dit ma chanson en 3 secondes et pas en 30 minutes, quoi. Et pour les connaisseurs, l'algo que j'ai utilisé de FFT, c'est l'algo de Cooley-Tukey, qui est le plus standard. Je ne vais pas chercher super loin. Alors, donc là, on se dit, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour créer une empreinte, en fait, et se dire, mon son, il ressemble à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va prendre un signal numérique, donc notre chanson, n'importe quoi, qui devra être samplé, enfin, c'est juste un standard, on choisit, ça peut être autre chose, qui va être samplé à 44,1 kHz. Enfin, là, le hertz, c'est juste ma fréquence de sampling. Ça n'a rien à voir avec le signal qu'il y a derrière. Le hertz, c'est juste une manière de représenter une fréquence de faire quelque chose. Pourquoi 4400? Parce que semi-historique, semi-mathématique, c'est Sony à l'époque, ils avaient des bandes, des cassettes d'une certaine taille. Et 4400, ça marche bien parce que nos oreilles, à ce niveau-là, c'est bien, elles peuvent entendre tout. Voilà. 4400 data points par seconde. Donc si j'ai un signal qui fait 2 secondes, j'aurai littéralement 88 200 data points avec lesquels travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce signal-là, on va faire des petits morceaux de 4096. Pourquoi 4096? On en parlera tout à l'heure. Donc là, on va se faire plein de petites boîtes de 4096 data points, et on va faire un petit coup de magique de FFT sur chacun de ces morceaux-là. Et en fait, donc pour chacun de ces morceaux-là, qui vont faire à peu près 0,1 seconde, pardon, je vais avoir la décomposition des fréquences qui apparaissent dedans et leurs amplitudes. Donc c'est exactement ça qu'il nous faut. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur le piano, typiquement, si je prends un signal où je joue une note de piano pendant 1 seconde, la liste de fréquences, le La 440, ce qui devrait ressortir, c'est le La 440 avec une amplitude élevée, et la 220 un peu moins, la 55 un peu moins, la 110 un peu moins. Donc on va faire ça sur chacun de nos morceaux. Et en fait, ça s'appelle un spectrogramme. C'est un nom, c'est grave utilisé. C'est un truc, il y a trois infos importantes. Le temps, les fréquences, et la couleur, est-ce que c'est l'amplitude? Si c'est rouge, c'est que ça sort très fort. Si c'est bleu, c'est qu'on n'entend pas beaucoup cette fréquence. Et donc là, on a le spectrogramme de lettres à hélice de Beethoven, et on peut voir que, par exemple, typiquement à la seconde 5, hop là, ici, il y a une note, 1200, 1300, un truc du genre, qui tient 0,1 seconde, puis après, c'est juste un peu au-dessous, à 1350, on va dire, et il y a un peu de basse qui est tout le temps à peu près omniprésente. Et en fait, si vous connaissez lettres à hélice, bon, je vais vous épargner de chanter, je n'ai pas le talent de notre keynoteur, mais ici, on reconnaît presque les notes du début de lettres à hélice. Et en fait, ça, typiquement, moi, je vois ça et je me dis, OK, avec ça, je peux travailler. Ici, on a une empreinte, et on va pouvoir essayer d'extraire des informations de ce spectrogramme pour dire, ma chanson, son empreinte, c'est ça. Il y a un petit peu trop de données là-dedans pour pouvoir comparer et stocker en base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va choisir des points qui nous intéressent. Je vais créer certaines zones. Donc, je vais créer 6 zones de fréquence. Le very low, low mid, mid, mid high et high. La première, elle va de 0 à 113 Hz, de 113 Hz à 220 et ainsi de suite. Donc ça, j'ai un peu rétro-ingénieré ces valeurs-là. On va en parler un petit peu en fin de talk. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point d'amplitude le plus fort entre 0 et 113 Hz, et le reste, je mets à la poubelle. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais faire ça pour chacune des bandes que je viens de créer. Donc il y en a 6. Donc normalement, pour chacun de mes chunks de 4096 data points, je vais me retrouver avec un tableau de 6 fréquences, qui seront les 6 fréquences les plus fortes, enfin d'amplitude plus forte, de ces zones-là. Donc on va se retrouver avec quelque chose comme ça. On va se retrouver avec, par exemple, ici, entre 0 et 1 seconde, mon point le plus fort, c'est le point de fréquence 75, on va dire ça, 210 pour la deuxième zone. Pour la troisième zone, c'est juste en dessous de 300, c'est 290, et voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, pour la seconde 1 à 2, enfin,
Là le tableau n'est pas à l'échelle, mais normalement c'est des 0,1 seconde, quoi. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Donc là, on va se retrouver avec un tableau de 6 fréquences par chunk de 4096. Et ça, moi, en tant que dev, déjà, je me dis, bah, c'est parfait. Parce que ça, je peux le manipuler, je peux le stocker facilement, je peux le comparer, je peux en faire ce que je veux. Et il me reste juste à faire un algo de comparaison qui va dire, bah, si j'enregistre toute ma base de données, enfin, de mes 30 sons, de mes 40 sons, et que j'en crée des empreintes comme ça, quand mon recording va arriver de 3 secondes, je vais pouvoir faire la même chose et jouer avec ces empreintes-là. Et voilà, c'est exactement ça. Voilà. Si je refais un petit peu, si on prend un peu de recul, toute ma base de données de son, je vais les faire passer dans cet algo. Je vais créer des empreintes et je vais enregistrer ça quelque part en base de données, dans un fichier quelque part. Et quand moi je vais arriver sur Netflix, j'entends un son que j'aime bien, 3 secondes, ça fait la même chose. Et au lieu de le stocker, on va faire, ce que je vais vous parler tout de suite, un peu de comparaison. OK. Comparaison d'empreintes. Je ne fais pas pareil que Shazam. Shazam, ils sont un peu vénères. Ils font un algo de comparaison que j'ai essayé de faire, je me suis cassé la gueule. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils se créent des groupes assez arbitraires de points, qui s'appellent des target zones, où il y a genre 5-6 points. Ils vont tous élire un point d'ancrage qui est à l'extérieur de cette target zone-là. Et en fait, ce qu'ils vont stocker en base de données, ce n'est pas les empreintes, c'est plutôt la relation entre ce point d'ancrage-là, chaque point qui est dans la target zone, et le delta temporel entre ces deux points-là. Et en fait, dans l'algo, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas chercher à faire matcher des empreintes ensemble, ils vont chercher deux notes similaires qui sont séparées du même delta temporel entre notre recording et le son en base de données. Donc c'est un peu plus avancé, un peu plus poussé, ça ils le font parce que eux, ils ont besoin d'être super rapides. Ils ont une base de données qui est beaucoup plus grande que la mienne, j'ai 30 sons. Hein. Et ils ont besoin d'être plus rapides, donc c'est un algo un peu plus balèze. Moi, j'ai fait Keep it simple, stupid. J'ai un tableau à gauche, j'ai un tableau à droite, je vais comparer les deux. Si les tableaux de fréquence matchent un tout petit peu, avec un peu de fuzzy search, avec un peu de fuzzy margin, pardon, je rajoute +1 au score de chanson qui est dans ma base de données. Donc typiquement ici, si j'ai deux groupes de fréquences qui sont semblables à peu près, hein, donc là je dois avoir une margine de 5 ou 6 Hz, 95, 100, 250, 257, 524, 520, voilà, ça rassemble à peu près, on prend C+1. Et du coup, on se dit que probablement notre chanson devrait matcher. Par contre, ce que moi je fais ici, c'est je me mets un petit peu une épine dans le pied parce que je regarde juste que deux fréquences apparaissent entre deux sets d'empreintes. Et en fait, je ne me dis pas est-ce que ces empreintes apparaissent, enfin ces fréquences-là apparaissent dans le même ordre. Et du coup, en fait, je perds une information importante. Parce que le nombre de fois où il y a des matchs entre mon enregistrement MP3 de 3 secondes et ma chanson, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Ce n'est pas parce qu'il y a des matchs 5 à gauche et 5 à droite que c'est similaire, parce que déjà dans les remixes, je peux avoir des chansons totalement similaires. Des chansons qui samplent d'autres chansons, c'est super commun, je peux me casser la gueule. Donc en fait, il me faut une dernière étape pour me dire, pour être sûr que le choix que je fais, c'est le bon. Et en fait, il faut juste rajouter une step de cohérence de temps. Typiquement, j'utilise un recording avec 3 tableaux de fréquences, un bleu, un rouge, un vert, et 2 chansons. Dans la chanson A, les 3 apparaissent dans le même ordre. Génial. Dans la chanson B, ils apparaissent totalement désordonnés. Si je ne fais pas d'étape supérieure, d'étape ultime de comparer les temps et où apparaissent ces fréquences-là, je vais avoir un score de 3 pour les 2 chansons. Alors que c'est assez évident que c'est la chanson A parce qu'ils apparaissent dans le bon ordre avec le bon delta temporel. Alors que dans la chanson B, elles sont totalement l'autre gauche. Dans la chanson B, ils sont totalement séparés. Et donc ce que je fais, c'est que je stocke le delta temporel, je compare à la fin pour dire est-ce que ça match bien, machin. Et du coup, la chanson A va avoir un score un peu plus élevé. OK, la théorie c'est fini. Je vais vous parler un tout petit peu de code. Il doit être sur la gauche. Hop là. J'ai fait ça en TypeScript. Spoiler, c'est une idée de merde. J'ai fait un TypeScript parce que je suis à l'aise et que j'aime bien, machin. J'ai commencé. À chaque étape, j'ai regretté mon choix parce que c'est pas ouf pour gérer du signal, c'est pas ouf pour faire de la FFT, pour plein de raisons, c'est pas ouf. Mais ça marchait à la fin, donc je me suis arrêté là. Déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble ma base de données de signature. Donc typiquement, déjà, j'ai pas mal de sons. Donc là, j'ai une trentaine de sons, voilà, du Bob Marley, du Bruno Mars, tout plein de trucs. Et je crée des signatures. Donc typiquement, oui, ma base de données, c'est aussi des fichiers JSON, ce qui n'est pas non plus une idée géniale. Mais bon. Et en fait, ça, c'est
mon empreinte de Louis Armstrong, La vie en rose. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est à la seconde 10, enfin 10.49, j'ai ce tableau de fréquence qui apparaît. 65, 129, 258, 700, 1572 et 1766. Et si je descends, c'est exactement pareil à côté, à la seconde 10,58, à la seconde 10,68, à la seconde 10,77, voilà. Et on enchaîne comme ça, et on a mappé tout notre son. Ici, il y a un truc que j'appelle la fréquence résolution, qui s'appelle 6 bands, et je vais vous montrer ce que c'est. C'est les zones de fréquence que j'ai arbitrairement créées. J'en ai testé pas mal. Frequency résolution, hop là. Hop là. Donc celle que j'utilise, c'est 6 bandes, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, de 0 à 113, 113 à 220. J'en ai testé d'autres, qui n'ont pas beaucoup marché. Voilà. Earbands, je vais appeler Earbands, c'est pas un vrai nom, c'est ce qui correspond un peu scientifiquement à ce que les scientifiques disent, le vrai nom qu'on met à certaines fréquences, quoi, sub basse, low, mid-range. Mais en fait, c'est pas super pertinent de mapper ce que les humains appellent la brillance ou le mid-range. Ça marchait pas du tout. 5 band, c'était à peu près la même que 6 avec un peu de différence. Ça marchait, mais moins bien. 4 band, c'était un échec. Et expérimental, j'ai testé, ça valait pas la peine de continuer. Donc, j'enregistre toute ma base de données avec cette façon de faire là. À quoi ressemble vite fait hop là, le code? Donc vous voyez bien, là c'est juste un peu du Node, un peu de machin. J'enregistre avec mon PC le son, je vais faire une démo juste après, un sampling rate de 4400, parce que si c'est pas 4400 entre ma base de données et mon recording, ça ne matche pas. Et l'algo il va se casser la gueule, quoi. J'enregistre 10 secondes. Je pourrais travailler avec moins de son, mais 10 secondes, je trouvais que ça marchait assez bien. Les chunk size, c'est 4096, ce que j'ai dit tout à l'heure. La résolution, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, les 6 bands. Et toujours, voilà, j'enregistre avec 4400. Donc ce qu'on fait, c'est assez con. Hein. On enregistre un fichier que j'enregistre avec le micro de mon Mac. On crée la signature de ce recording de 10 secondes. On le met dans un fichier signature JSON. On load un petit peu notre base de données. Hop là, ici. Et après, on fait juste un comparaison pour dire, fais le taf de comparaison entre mon recording et mes sons. On va faire une démo. Hop là. Hop là. Hop là. Donc le but, c'est de faire ça avec mon téléphone pour pas qu'il y ait si je fais ça depuis mon téléphone sur Spotify, normalement, ça devrait marcher. Et je suis venu équiper, hop là, petite enceinte. Et pour être dans le thème, je vais utiliser Kanye West et Otis. Hop là. Hop là. Le but, c'est de pas prendre le son dès le début, parce que ce serait un peu simple, c'est de prendre en plein milieu du son et voir si mon algo pourrait retrouver. Donc, hop là, on va mettre un peu de son. J'avance un tout petit peu. I invent a sweat, popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. I guess I got my swagger back. Proof. New watch alert. New blows. Or the big face rollie, I got two of those. Arm out the window. Croise les doigts. Yes. Kanye West, Otis, Jay-Z et Kanye West. Nickel. On va tester avec un autre son. D'habitude, je prends toujours un son au hasard dans ma base de données, mais comme Coolio est décédé il n'y a pas super longtemps, je vais lui faire un hommage et prendre Gangsta Paradise de Coolio. Hop là. Hop là. Je cherche Coolio là-dedans. Gangsta Paradise, Coolio LV. C'est la classe quand même. Je laisse un peu passer parce que c'est pas drôle si c'est dès le début. Hop là. Et on lance. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is... Voilà, donc j'enregistre 10 secondes. Ça marche 9 fois sur 10. Donc typiquement, là, ça n'a pas marché. On va réessayer. Ça arrive de temps en temps. Hop là. As I walk through the valley of the shadow.
Yes, yes. Alors, Coolio, Gangsta's Paradise. Et on va aller une step plus loin. D'habitude, je demande au public un son, mais là, vous êtes un peu beaucoup, et j'ai peur que vous me sortez un son un peu obscur. Je vais aller sur Google, prendre un hit, le fingerprinter en live, et on va essayer de le reconnaître. Donc si je fais top hits songs, pop, 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 pop. Ça a l'air nul tout ça. Ah non, ça j'ai l'impression que j'écoute bien ça. Last Last de Burna Boy, c'est de l'afrobeat, j'aime bien. Le but, c'est de enfin, les sons clippés, généralement, ils rajoutent toujours des interludes, des machins, donc ça correspond pas trop au son qu'il y a sur Spotify. Donc j'évite de prendre ces sons-là. Donc ça doit être le son officiel, j'espère. Là. Ouais, ça doit être ça. Bon, de toute façon, vous allez l'écouter tout à l'heure. Hop là, on récupère. Hop là, pnpm-silent, parce que je récupère le son de manière totalement légale. Hop là, on ne va pas montrer de log. Hop là. Je vais appeler mon fichier Burna Boy. Il s'appelle last. J'enregistre bien dans input. Hop. Donc là, normalement, le son il est récupéré. Hop là, c'est bon. Petit détail, mon algo, il fonctionne avec un signal. Les sons qu'on a quasiment partout dans la vraie vie, c'est des sons stéréo. Donc, c'est-à-dire deux signaux, un à gauche et un à droite. Et du coup, juste avant de tout faire rentrer dans mon algo, il faut que je converte tout en mono. C'est assez simple, c'est juste l'addition de nos deux signaux. Donc, je converte. Normalement, il n'y a qu'un seul son qui devrait être converti, c'est le dernier qui vient d'être ajouté à la librairie. Voilà, Burna Boy. Et PNPM fingerprint. Donc là, je fingerprint mon dernier son, donc la librairie Burna Boy. Hop là, il est fingerprinté. Et normalement, si je regarde dans mon machin, normalement, il est là. Burna Boy, last. Et du coup, on va tester. On espère que ça marche bien. J'essaie de retrouver Burna Boy là-dedans. Un peu là. Burna Boy. Hop là. J'avance un peu. Donc 10 secondes, on fingerprint, on croise les doigts, yes. Burna Boy, last. Si je reviens à ma presse et j'arrive à la retrouver, hop là. Ok, du coup là en fait on a réussi à recoder le truc. Donc moi je suis en fait qui peut me tester en fait. Je suis trop refait. Je me dis qu'est-ce que Shazam fait de plus que moi. Shazam ils font plein de trucs de plus que moi. Clairement ils peuvent me tester. Déjà première étape, comme vous venez de le voir, moi je fais du recording. Puis je fais du fingerprinting, alors que Shazam, c'est super impressionnant, ils font les deux en même temps. Au bout de 2 secondes, ils te disent « Oui, gros, je connais déjà ton son, c'est celui-là. » Moi, je travaille sur 10 secondes. Je pourrais travailler sur moins, mais j'ai fait le choix de prendre 10 secondes parce que j'avais des résultats plutôt cool. Et après, je travaille sur ces 10 secondes-là. C'est pas ouf. Je fais aucun traitement de filtre sur les fréquences. Un truc que Shazam fait qui est super impressionnant, c'est dans un bar avec du bruit, de la musique, enfin, la musique, oui, c'est ce qu'on veut, mais du bruit, des gens qui parlent, machin. S'il y a un petit son au fond, il va quand même le retrouver. Ça, c'est parce qu'ils font beaucoup de traitements sur le truc. Ils disent, ils se débarrassent de certaines fréquences. Voilà. Ils ont pas mal une brique super intelligente qui fait ça. Le choix des fréquences dans les bandes, moi, c'est un truc pour tout le monde. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus intelligent qui fait que, en fonction du style de musique, typiquement, moi j'ai beaucoup d'hip-hop dans ma base de données, mais si c'est du métal, si c'est du jazz, on peut peut-être utiliser des fréquences qui sont un peu plus appropriées pour le genre en question. Et typiquement, Shazam pourrait très bien détecter le son assez rapidement ce que c'est, parce qu'ils ont les capacités, quoi, et se dire, je vais utiliser ces bandes de fréquences-là. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est le tuning de l'algo, les chunk size, les choses comme ça. Je vais vous rappeler très rapidement quelque chose. Hop là. Je vous ai un petit peu menti quand je vous ai parlé d'FFT. Pourquoi est-ce que j'ai pris 4096? C'est parce qu'en fait, en passant de la DFT, de la transformation de Fourier à la DFT à la FFT, on est obligé de faire des compromis. La FFT, elle ne va pas me dire la fréquence 5 apparaît dans ton signal. Elle va perdre de la précision, elle aura une précision à hauteur de 10.7 fréquences, de 10.7 Hz, pardon, quand j'ai 4096 samples. Je vais fermer ça. Hop là.
Là, ma résolution de fréquence à 4096, c'est 10.7 Hz. Et du coup, mes chunks, ils font tous 0,1 seconde. Ça veut dire qu'il ne va pas me dire la fréquence 5 apparaît, il va me dire la fréquence, enfin, il va me dire la fréquence 30 apparaît, il va me dire la fréquence 28 à 38. Enfin, dans ce groupe de fréquences-là, ça ressort de manière élevée. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus de chunks, enfin, plus de data points dans mes chunks pour avoir plus de précision, ce qui est possible. Si dans mes chunks, je mets 16 000 samples, enfin 16 384, ma résolution elle devient beaucoup plus précise. La transformation de Fourier peut travailler avec plus de données. Et en fait, ma résolution de fréquence descend à 2.7, ce qui est beaucoup plus intéressant. On est super précis dans les fréquences. Par contre, forcément, effet de bord, nos chunks ils font 0,37 secondes. Ça veut dire que si dans ces 37 secondes, il y a le malheur d'avoir plein d'informations pertinentes, typiquement un beat drop, un solo de guitare, peut-être pas en 0,37 secondes, mais une information super pertinente, je vais avoir qu'une seule empreinte, enfin qu'un seul groupe de fréquences qui ressort de ces 0,37 secondes-là. Donc en fait, on est plus précis sur les fréquences, mais on est moins rapide au changement. Et en fait, il faut forcément faire un choix entre j'ai du détail dans mes fréquences et par contre, je veux vraiment écouter chaque morceau de ma musique et être précis dans si jamais ça change, je vais être assez réactif et dire OK, ça a changé. Donc moi, je travaille avec 4096 parce que ça marche bien, mais voilà, on pourrait typiquement jouer avec ce genre de choses-là pour savoir, pour avoir un truc un peu plus efficace. Un autre truc que je fais pas, c'est le windowing des chunks. Moi, je prends juste 4096, puis les 4096 d'après, puis les 4096 d'après. Ce que fait Shazam et d'autres algos, c'est qu'ils font des fenêtres glissantes. Et du coup, ça change un petit peu l'algo de comparaison, mais on a des résultats plutôt cool. Et dernier truc, c'est l'argent d'Apple. Ils ont été rachetés, ils ont beaucoup d'argent. Moi, j'ai juste un Mac. Ils peuvent beaucoup me tester. Je voudrais juste faire un petit SO à tout ça parce que c'est vraiment beaucoup de travail ce qu'ils ont fait. Industrial Strength Audio Search Algorithm, c'est le papier scientifique que j'ai toujours pas super bien compris. Desmos, c'était pour l'outil graphique. Trible One Brown, c'est la vidéo super qui explique la transformation de Fourier. C'est une chaîne YouTube que je vous recommande, c'est trop bien. Roy Van Ryn, qui est un mec qui a fait aussi Shazam en Java, avec pas mal de différences à ce que je fais, je me suis inspiré de 2-3 trucs de son côté. Et Coding Geek, qui est How the Shazam Work, qui est un petit peu de vulgarisation du papier scientifique, ça m'a pas mal aidé. Et voilà, ouais. Je m'appelle Agak Mustafa, je suis développeur full stack à Zenica. Si vous me voyez Def Fest Nantes, n'hésitez pas à me parler de musique, de Kanye West, d'Eminem ou de fréquences. Merci beaucoup. Merci Mustapha. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions sur Shazam, sur... Si vous êtes musicien, excusez-moi, j'ai fait pas mal de... J'ai peut-être fait des... C'était juste sur la chanson de Coolio, là. Ouais. Normalement, ça sample une chanson de Stevie Wonder. Ouais. Est-ce qu'elle est dans la base de... Non. Non, pas dedans. J'ai testé de mettre des... Enfin, en plus, il y a beaucoup de hip-hop, donc c'est pour ça que ça semble énormément des samples de jazz, de blues, de plein de choses. J'ai testé, ça marche une fois sur deux. Parfois, il se gourre en fonction de là où je prends l'enregistrement. Parfois, il tape dans le vrai sample et parfois, il trouve le son samplé. Donc, ouais, ma base de données n'est pas faite non plus de manière totalement aléatoire. Je ne vous mens pas. D'autres questions ? À quel point, en chantant, c'est possible de faire reconnaître à l'algo une musique Est-ce qu'il faut être ultra balèze ou... En théorie, ça devrait marcher. En pratique, j'ai essayé, ça marche pas sur mon algo. Mais pour le coup, Google, ils le font super bien. Si vous avez juste Google Home sur votre téléphone ou Android, vous pouvez aimer une chanson, genre la vie en rose, je l'ai déjà testé, ça marche super bien. Il n'y a même pas besoin de savoir bien chanter, il le reconnaît et c'est plutôt efficace. Mais en théorie, c'est exactement la même chose que ça fait. Ouais. Ok, merci. Moi, je voulais juste savoir si ton code était sur GitHub pour aller piocher dedans et puis peut-être un peu voir ce que ça fait en profondeur, si possible. Yes. On me pose souvent la question, il ne l'est pas, je ne sais pas si je vais le mettre parce que Roy Van Ryn, qui est là, qui a fait Shazam en Java, il y a des avocats de Shazam qui sont venus taper à sa porte. En soi, il a dit qu'il n'allait pas l'enlever et puis il l'a enlevé parce que ça le faisait chier d'être appelé par des avocats toutes les 2 semaines. En soi, il ne devrait avoir aucun souci. Mais vu que maintenant ils ont été achetés par Apple, je ne suis pas super chaud pour le mettre sur GitHub et me faire appeler. Mais bon, je ne sais pas encore.
D'autres questions? Merci pour la présentation. Tu disais que TypeScript, c'est un mauvais choix. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà rien que pour enregistrer avec mon Mac, taper l'API Mac pour récupérer l'audio, c'est un enfer. Je suis passé par FFmpeg et des trucs super bas niveau. Et après, trouver une bibliothèque qui fait de la FFT comme je voulais avec une API pas trop dégueu, c'était un peu galère aussi. L'idéal, c'est de faire un truc un peu plus bas. Enfin, j'ai regardé très rapidement, j'aimerais bien le refaire en Rust ou en Go. Rien que ça, déjà, j'étais en mode, il y a 1 milliard de librairies différentes qui m'aideraient mieux que ce que j'avais ici, quoi. Mais j'ai fait du TypeScript parce que j'étais à l'aise dedans, quoi. Mais bon, mais ça marche bien, voilà. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière question. Non. Alors, n'oubliez pas, sur vos programmes, vous avez un petit QR code en bas à gauche. N'hésitez pas de le flasher et de donner un super feedback à Mustapha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon DevFest.